des entretiens constructifs. Les jeunes Turcs refusent de faire partie de la majorité présidentielle. 24 heures de la vie d'un policier à Belfast. Pour gagner, il fallait jouer le 4, le 1, le 7. Bonsoir, le premier titre de l'actualité, c'est donc la visite de François Mitterrand en Arabie Saoudite. Problème politique d'une part, tourisme dans le désert de l'autre. La journée était divisée en deux parties pour le chef de l'État français. Dans la partie politique, M. Mitterrand a longuement discuté avec le roi Khaled des problèmes internationaux, essentiellement du Proche-Orient. Nous retrouvons en Arabie Saoudite l'un de nos envoyés spéciaux, Philippe Rochaud. Bédouins du désert central du Nejd. Le président de la République a pénétré ici, au cœur de l'Arabie Saoudite, en visitant ce petit village aujourd'hui délaissé, Darija, qui a donné naissance à la capitale du royaume, Riyad. C'est là, au XVIIIe siècle, qu'un chef de tribu, Mohamed Seoud, et un religieux, Abdel Wahab, se sont unis pour fonder l'Arabie des Saouds, l'Arabie Saoudite. À Darija, François Mitterrand était accueilli par le prince Salman, gouverneur de Riyad, et reçu sous une tente, comme le veut la tradition des Bédouins d'Arabie, qui représentent encore 15% de la population. Il serait faux de croire que cette visite à Darija était une simple parenthèse folklorique. Le chef de l'État aurait pu visiter le plus grand complexe pétrochimique du monde, qui n'était qu'à 20 minutes d'avion de sa résidence. Mais s'il a choisi de survoler le désert sur plus de 900 km, c'est qu'il y voyait là un geste éminemment politique, la reconnaissance de la force du passé de l'Arabie, sur laquelle s'appuie aujourd'hui sa puissance et son rayonnement dans le monde arabe. Ce matin, la délégation française avait eu plus de 2 heures d'entretien avec les dirigeants saoudiens. On a parlé de tout, du Moyen-Orient bien sûr, mais surtout du dialogue Nord-Sud, des rapports Est-Ouest, de l'intervention soviétique en Afghanistan. Il n'est pas un aspect de la politique internationale qui n'ait été évoqué au cours de cet entretien. Les Saoudiens veulent mieux connaître le nouveau pouvoir en France. Le président de la République et le roi Khaled d'Arabie pourraient tenir demain matin une conférence de presse commune. C'est dire la bonne atmosphère dans laquelle se sont déroulés les entretiens. Une petite déception toutefois chez les Saoudiens qui auraient souhaité voir publier un communiqué final. Ils auraient voulu en effet voir figurer noir sur blanc le soutien que la France pourrait apporter à leur initiative de paix sur le Proche-Orient. En revanche, la délégation française a estimé, elle, que chaque point du plan de paix des Saoudiens devait être discuté et approfondi. Mais tout cela n'a aucunement terni la bonne atmosphère dans laquelle se sont déroulés les premiers entretiens du président de la République ici, en Arabie Saoudite. Un sondage après la conférence de presse de François Mitterrand jeudi dernier. Il a été publié ce matin par le journal du dimanche. 56% des personnes interrogées se déclarent satisfaites ou très satisfaites des propos tenus par le chef de l'État au cours de cette première conférence de presse. En politique française, 2 élections sénatoriales. Daniel Eufel, UDF, ancien ministre du précédent gouvernement, a été réélu à Strasbourg, sénateur du Bas-Rhin. À Clermont-Ferrand, Roger Quillot, Parti socialiste, a été réélu sénateur dans le Puy-de-Dôme. Monsieur Quillot est ministre de l'Urbanisme et du Logement. Les journées parlementaires du RPR, elles se poursuivront encore demain à La Baule. Demain, les gaullistes écouteront Claude Labbé en attendant la rentrée politique de Jacques Chirac dans un peu plus d'une semaine. Aujourd'hui, si les députés du RPR ont fait un peu de tourisme, ils ont aussi poursuivi leurs discussions. Les dirigeants gaullistes voudraient se concerter avec l'UDF, qui est l'autre composante de l'opposition. Le reportage de Jean-Louis Le Seine à La Baule. Jusqu'à présent, Jacques Chirac a tenu sa promesse. Il n'a pas ouvert la bouche au cours de ces journées parlementaires de La Baule, sauf pour dire qu'il se réserve pour sa véritable rentrée politique, pour sa conférence de presse du 5 octobre. Pourtant, malgré les propos amers d'Olivier Guichard hier, beaucoup d'anciens voient un côté symbolique dans la présence du patron du RPR dans le fief d'un des barons du gaullisme. Une chose est sûre, ici on cherche une nouvelle voie qui, au-delà des parlementaires, pourrait redonner confiance à l'électorat. Et chercher une nouvelle voie, c'est aussi retrouver une doctrine et les moyens de l'appliquer. Si notre mouvement lui-même, je parle du RPR cette fois, et bien entendu le groupe parlementaire lui-même, ne se redonne pas une pensée politique plus modernisée, plus dynamique, plus tournée vers l'an 2000, que raccrocher simplement des évocations passées. Si nous ne savons pas nous renouveler en hommes également, alors nous passerons le cap. Je veux dire, l'alternance, est-ce que c'est pas un peu utopique?
L'alternance est la jouer dans un sens, pourquoi ne jouerait-elle pas dans l'autre le moment venu? Vous y croyez vraiment? J'y crois. Les anciens imaginent cette alternance aux échéances électorales normales, les jeunes bien avant. Je crains donc que la France se trouve rapidement, dans les mois qui viennent, dans une situation très difficile. Et le peuple français, à ce moment-là, sera à même de juger. Nous verrons bien. Pour ce qui nous concerne dans l'opposition, notre rôle est très simple. Nous devons dire à l'opinion publique ce qui est pour nous la vérité et l'intérêt national. Et le jour où l'opinion publique sera consciente que nous avons raison, elle fera appel à nous. Aujourd'hui, profitant du soleil, les parlementaires ont quitté la Baule pour une journée touristique dans la région. Le travail reprendra demain, la politique reprendra alors ses droits, avec sans doute les mêmes assurances, mais aussi les mêmes interrogations. Voilà, et je l'apprends à l'instant, il y a quelques minutes à peine, Jacques Chirac a finalement parlé, contrairement donc à ce que nous disait Jean-Louis Le Senne. Jacques Chirac est intervenu donc à la Baule devant un groupe de militants gaullistes. Il a donc dérogé à la règle de silence qui s'était imposée. Et Jacques Chirac a évoqué la nécessaire reconquête démocratique du pouvoir et la volonté d'union de l'ensemble de l'opposition, donc qui, a-t-il dit, est une exigence essentielle de cette reconquête du pouvoir. En politique toujours, Huguette Bouchardot a démissionné. Elle n'est plus secrétaire nationale du PSU. Cela s'est passé à Paris au cours du Conseil national de cette formation. Madame Bouchardot a été mise en minorité par les membres de son parti. Elle avait proposé un texte de soutien critique au gouvernement. La direction du PSU est maintenant assurée par un bureau politique dont Madame Bouchardot fait partie, et cela jusqu'au prochain congrès de décembre. Serge Mistret. Huguette Bouchardot démissionne, le combat continue. C'est par l'un de ces retournements dont il a parfois le secret que le PSU a marqué aujourd'hui son attitude face au changement. Mais les jeunes Turcs, qui ont pourtant voté contre Huguette, comme ils disent, se trouvent soudain désemparés par le résultat de leur initiative. Aujourd'hui, le PSU a peut-être cédé à l'un de ces vieux démons de la division en mettant en minorité son secrétaire national sur l'attitude à adopter vis-à-vis du gouvernement. Le débat reste le même, entre l'étatisation ou l'autogestion. Les nationalisations, c'est bien, dit la majorité. Mais le gouvernement ne va pas encore assez loin. Par rapport au patronat, quels moyens le gouvernement a? Or, actuellement, ces moyens-là ne sont pas mis en place pour répondre à une offensive patronale. Refus de se laisser embrigader par le pouvoir ou bien dépit de ne pas en faire partie, les jeunes du PSU ont choisi aujourd'hui l'isolement au sein de la gauche. La question est de savoir comment nous insérons dans l'expérience de changement en cours. C'est ça le problème. Le débat d'idées continue au sein du PSU. Débat d'idées, lutte pratique sur le terrain, lutte dans les institutions où nous sommes déjà avec tous nos camarades élus dans les municipalités et qui comptent beaucoup dans la vie du PSU. Et croyez-moi, avec tous ces gens, moi je dis, ne nous décourageons pas. Au contraire, il y a du pain sur la planche pour une gauche autogestionnaire dans ce pays, et cette gauche autogestionnaire, à notre congrès, nous devons lui fixer la voie à suivre. Une initiative des jeunes communistes, ils organisent des relais pour la paix à travers la France. Ils appellent les jeunes à converger vers Paris d'ici au 25 octobre où aura lieu le Rassemblement national du mouvement pour la paix. Les jeunes communistes veulent dire non à la bombe à neutrons et oui au désarmement. La santé dans les communes rurales, c'était le thème de la visite de Jacques Rallit, le ministre de la Santé, dans une petite commune de 300 habitants, Lafline, dans l'Allier. Le ministre voulait ainsi se rendre compte des problèmes de la prévention des maladies et aussi des soins médicaux en milieu rural. Il faut dire qu'en France, il n'y a que 66 000 médecins sur les 75 000, 6 000 qui soignent en milieu rural. Corinne Pertuis. Le cas de Lafline n'est pas un cas extrême. D'un point de vue économique, ce village de 250 habitants a subi, comme les autres, l'exode rural, le vieillissement de sa population et la suppression de l'autocar pour aller en ville. D'un point de vue médical, sa situation est classique. Les premiers soins se trouvent à 12 km à Saint-Pourçain-sur-Sioule et pour l'hôpital, on doit aller à 35 km à Moulins ou à Vichy. Alors, ma petite mémé, ça va? Bien dormi? Oui, bien dormi. Ça va bien ce matin? De ce relatif isolement, personne ne se plaint, même pas l'infirmière. Lafline est quand même proche de Saint-Pourçain. Il y a sur Saint-Pourçain un groupe médical
de nombreux médecins et un service de nuit, de garde bien organisé. Donc la Fline ne peine pas pour avoir un médecin, pour avoir les soins nécessaires quand il le faut. Ainsi, les personnes âgées, qui forment presque un tiers de la population de la Fline, peuvent être facilement soignées à domicile. Autre service qui facilite les soins en pleine campagne, le téléphone. Oui, ça rassure parce qu'on l'a plus près, c'est plus vite fait que dans le temps qu'on est obligé d'aller le chercher. À pied. Vous n'avez pas de lunettes? Ah si, mais c'est des spéciales que j'ai. Ah mais il faut me les laisser mettre bien comme il faut quand même, parce que... Voilà, ben, je vais bien vous regarder. Et vous les avez achetés où? Ah ben, je vous dis, je sais pas où je les ai achetés, parce que ça doit être sur la défense de ma grand-mère. Ici donc, on s'arrange avec ce qu'on a sous la main, sauf en ce qui concerne les enfants. Là, on n'hésite pas à aller chez l'oculiste ou le pharmacien. Quant aux agriculteurs, ils s'occupent d'abord de la santé des bêtes et puis de la leur, dans la mesure seulement où il est vital de ne pas quitter l'exploitation. C'est pas toujours marrant, hein. Surtout quand on est seul dans une exploitation de 90 hectares. Alors, le travail, il faut bien qu'il se fasse. Bon, là, il y a toujours le problème, on s'entraide, tout ça, mais les copains, c'est pareil, ils ont leur travail, alors il faut bien faire attention à soi quand même. On est obligé d'assurer maladie, accident, mais on n'est pas obligé de prendre des journalières, justement, là, c'est l'inconvénient de notre métier. Les gens qui sont handicapés par des histoires financières, ben, quand c'est le moment de payer les assurances, oh, on ne sera pas malade, quoi, on ne sera pas accidenté. On n'a pas besoin de ça. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas, hein. Beaucoup. L'obligation de cotiser pour les exploitants, c'est une des premières mesures décidées par Jacques Ralit. En attendant, les habitants de la Fline trinquent à leur santé. L'actualité à l'étranger, d'abord la Pologne avec la suite du congrès de solidarité. Aujourd'hui, Lech Wałęsa a tapé du poing sur la table devant les congressistes. Il a pris position très fermement pour le compromis sur l'autogestion élaboré entre Solidarité et le gouvernement. À Gdansk, les membres de Solidarité sont divisés sur ce problème. Maurice Werther. Ce n'est pas par hasard que Solidarité tient son congrès à Gdansk. C'est là qu'est né le mouvement de Lech Wałęsa l'année dernière. Mais les images qu'on a montrées à l'époque étaient essentiellement celles des chantiers navals et des ouvriers contestataires. Gdansk, vieille ville hanséatique, est aussi une très belle cité. Pour l'instant, dans le stade sportif d'Oliwia, mis obligeamment à la disposition du Congrès par les autorités polonaises, se joue une partie serrée. Wałęsa a jeté tout son poids dans la balance pour essayer d'endiguer les extrémistes. Ces extrémistes qui voudraient revenir sur un compromis délicat entre Solidarité et le gouvernement concernant les modalités et les limites de l'autogestion. Qu'on ne me prenne pas pour un imbécile, a dit Wałęsa à ces ultra-gauchistes, c'est vous qui êtes des totalitaires. Voilà qui donne le ton. Du côté officiel, on est aussi prudent que Wałęsa. Un exemple, les comptes rendus de la radio et de la presse écrite, très contrôlés par le gouvernement de Varsovie, sont bien équilibrés. Visiblement, des deux côtés, on cherche à éviter l'incident, de peur de donner des arguments aux grands voisins soviétiques. On sait bien que Moscou tolérera peut-être un syndicat indépendant, mais certainement pas un mouvement politique concurrent du Parti communiste. En Allemagne, nouvelle manifestation de masse à Berlin. Aujourd'hui, 15 000 personnes ont défilé cet après-midi en hommage aux squatteurs de 18 ans tués mardi dernier lors de l'évacuation d'un groupe d'immeubles occupés. Mais cette fois, la manifestation n'a pas provoqué l'incident. En Grande-Bretagne, début du congrès des travaillistes à Brighton. Le problème, ce sera l'élection du numéro 2 du Labour Party. Soit Denis Sillet, que vous voyez ici, modéré, soutenu par Michael Foot, le leader, soit Tony Benn, beaucoup plus à gauche, voici Tony Benn, qui propose le désarmement nucléaire et l'abandon du marché commun. Selon les résultats du premier scrutin, c'est Denis Sillet qui est arrivé en tête avec 45% des suffrages et 36% seulement à Tony Benn, mais c'est le premier tour de scrutin seulement. En Iran, nouveau trouble à Téhéran. Aujourd'hui, il y a eu des attentats qui ont fait au moins 4 morts. Et puis d'autre part, des affrontements ont eu lieu ce matin dans le centre de la ville entre des gardiens de la Révolution et des opposants au régime islamique. Ces affrontements auraient fait au moins 7 morts. Enfin, l'Irlande du Nord. Le pape Jean-Paul II en a parlé ce matin aux pèlerins venus réciter avec lui l'Angélus à Castel Gandolfo. Il a invité les pèlerins à prier pour les Irlandais. Il est vrai que la situation en Ulster est toujours difficile. Hier, un policier d'une 30aine d'années a été tué dans un pub.
Une fois de plus, les policiers sont les victimes privilégiées des terroristes dans ce pays. En principe, ce sont des protestants qui tentent de maintenir l'ordre face aux républicains catholiques. Mais il y a des exceptions. Le policier que Philippe Châtenay a rencontré à Belfast est lui un catholique et sa position est d'autant plus difficile. Cet homme s'appelle Paddy Timoney. Son nom figure en bonne place sur une liste dressée par l'armée républicaine irlandaise, celle des hommes à abattre. Car pour l'IRA, Paddy Timoney est à la fois un ennemi et un traître. Ennemi parce qu'il est policier, inspecteur dans le Royal Ulster Constabulary, traître parce qu'il est catholique, né dans un ghetto républicain de Belfast. Alors la prudence est devenue une constante de la vie de l'inspecteur Timoney. Chaque matin, quand il prend sa voiture, il vérifie qu'une bombe n'a pas été fixée, car c'est là une des méthodes préférées de l'IRA. Il dort avec son revolver sur la table de nuit, il modifie constamment son itinéraire entre la maison et la station de police, il change toutes les semaines de plaque d'immatriculation. Paddy Timoney dirige la station de Woodburn, dans les quartiers les plus durs de Belfast, dissimulé derrière des kilomètres de tôle ondulée et des tonnes de béton, gardés par l'armée britannique. Les 79 policiers de Woodburn veillent sur une population de 20 000 personnes, dont la moitié au moins soutient farouchement l'IRA. Dans la division dont dépend Woodburn, rien que depuis le 1er janvier, il y a eu 900 attentats dirigés contre les forces de sécurité. Alors, l'essentiel du briefing quotidien de l'inspecteur Timoney est consacré aux terroristes. Depuis quelques jours, parviennent des renseignements sur une nouvelle offensive de bombes. L'IRA aurait réussi à faire entrer en Ulster une grosse quantité d'explosifs. Et puis, la routine, individus recherchés, maisons à surveiller, patrouilles à effectuer. Les hommes du RUC sont devenus, en 12 ans de troubles, des professionnels de la lutte antiterroriste. Ils en ont payé le prix. Depuis 1969, 157 policiers ont été tués et plus de la moitié de l'effectif total blessés. Car dans les bastions républicains, la haine de la police est omniprésente. Ces jets de pierre sont le lot quotidien de la police. Dans une Land Rover blindée, c'est à peine si on y prête attention. Mais Paddy Timoney sait que parmi ces gamins se recrutent les futurs volontaires de l'IRA, que les pierres et les briques deviendront des balles et des roquettes. Et il sait aussi que c'est inéluctable, que c'est l'engrenage tragique de l'Ulster. Paddy Timoney, lui, a échappé au destin de ceux qui naissent dans les ghettos catholiques. Il est payé plus de 9 000 francs par mois, sa carrière s'annonce brillante, il habite avec sa famille une maison confortable. Mais ni Paddy, ni sa femme Margaret n'oublient que le danger peut surgir à n'importe quel moment. Quand les troubles ont commencé en Irlande du Nord, il m'est apparu que la police était un moyen d'aider les gens, de faire quelque chose. Moi, je viens d'un ghetto. J'ai vu ce qui arrivait aux gens et à leur vie. Alors je suis entré dans la police pour aider les gens, pour leur porter secours. C'est ça mon travail. En attendant que l'inspecteur Timoney puisse enfin réaliser son rêve, devenir un policier normal, confronté à des criminels ordinaires, chaque jour à Belfast apporte son lot d'attentats et d'alertes. Ici, par exemple, il doit expliquer à un curé que si l'armée empêche les fidèles d'aller à la messe, c'est parce qu'elle craint qu'on ait piégé cette épave de voiture qu'un engin télécommandé doit évacuer. Et quand une voix haineuse le traitera de sale bigot de protestant, il nous dira qu'en Irlande du Nord, il y a 3 religions, catholiques, protestants et policiers. Retour en France avec d'abord la grève à la SNCF, incertitude pour demain sur le réseau sud-ouest. Il est possible qu'il y ait encore des perturbations dans la région de Bordeaux et de Toulouse. Aujourd'hui, il n'y avait dans cette région qu'un train sur 2 en moyenne. SNCF toujours, une nouvelle ligne va être construite dans la région parisienne. Il s'agit de la fameuse ligne Hermont-Invalide qui doit relier la vallée de Montmorency au centre de Paris en empruntant des lignes désaffectées, notamment au nord-ouest de la capitale. Le décret est paru ce matin au JO. La ligne pourrait entrer en service d'ici 5 ans et elle concerne 1,5 million d'usagers.
Enfin, le TGV, le train à grande vitesse. La première liaison régulière Paris-Lyon a eu lieu ce matin à 7h15. Gare de Lyon, le TGV a démarré avec à bord de très nombreux fanatiques des grandes premières. Ils avaient retenu leur place depuis plusieurs mois et le TGV a même dû être doublé car il y avait trop d'amateurs. La semaine politique, elle sera marquée essentiellement par la présentation au Conseil des ministres mercredi du projet de loi sur l'énergie. Au centre du débat, bien sûr, le problème de l'énergie nucléaire. L'hebdomadaire Le Point publie un sondage sur ce problème. 64% des Français souhaitent un référendum sur le nucléaire. Les pour et les contre, eh bien, ils sont partagés. Un peu plus pour les pour, 45% des Français sont favorables, alors que 40% des Français y sont opposés, selon ce sondage donc publié par Le Point. Et puis, l'actualité, ce sera aussi le débat sur les nationalisations. C'est en effet le 8 octobre que le projet de loi sera soumis au Parlement. C'est pourquoi notre magazine Affaires vous concernant, lundi soir à 20h30, sera consacré à ce problème. Jean Boisonnat, qui animera le débat, présente le dossier. Les nationalisations, le gouvernement les a décidées, le président de la République les a expliquées, le Parlement va en débattre. Quelques-uns des plus grands groupes industriels français, les banques, pratiquement toutes les banques, vont devenir la propriété de l'État. Pourquoi ? Comment? Ce sera le thème de l'émission organisée par Antenne 2 dans le cadre de sa série Affaires vous concernant, lundi soir à 20h30. On m'a demandé d'animer un débat et participeront à ce débat un membre du gouvernement, Jean Le Garec, chargé des nationalisations, un leader syndical, Henri Krasuki de la CGT, un patron d'une entreprise nationalisable du secteur industriel, Ambroise Roux de la CGE, un patron d'une banque nationalisable, le CCF, Jean-Maxime Lévesque, un représentant des actionnaires, René Monory, ancien ministre, et un entrepreneur qui suit ces affaires-là parce que ça le concerne comme vous et moi, Yvon Gattaz. Rendez-vous lundi soir sur Antenne 2 à 20h30. Les médecins se préoccupent de nos animaux familiers. C'était le début des entretiens de Bichat et les médecins ont abordé ce problème. Bien sûr, ils reconnaissent que les chiens ou les chats, bref, tous nos compagnons, sont souvent un soutien affectif, mais ils font remarquer aussi qu'ils peuvent véhiculer des microbes ou transmettre des maladies. Sans compter que ces petits animaux nous coûtent cher chaque année. Les Français dépensent 30 milliards de francs pour les nourrir et les soigner, oui. Martine Alain-Regnault. Ils sont 9 millions en France, pèsent en moyenne 20 kilos, ils se partagent entre campagne et ville pour tenir compagnie à une famille sur deux. On les aime sur mesure, grands, petits, poils longs ou courts, doux, agressifs. On les paie parfois très cher et on importe en masse de Hollande ou de Grande-Bretagne pour 2000 francs au moins, des chiens racés, mais parfois ratés ou caractériels. Objet d'amour pour les uns, parasites pour les autres, les chiens sont une réalité sociale. Les Français consacrent par exemple 1 milliard d'heures par an à la préparation de leurs repas et 1 milliard de francs sont dépensés rien qu'en soins vétérinaires et confort du chien. C'est dans les grandes villes que les chiens posent le plus de problèmes. Ainsi, Paris en compte 500 000 et hérite chaque jour sur ses trottoirs de 15 tonnes d'excréments sans compter des milliers d'hectolitres d'urine. Pas assez souvent tenus en laisse, très proches des humains, les chiens peuvent transmettre, surtout aux plus jeunes, toute une série de virus, bactéries et parasites. Mais les vétérinaires demandent qu'on n'exagère pas démesurément ces nuisances bien réelles pour faire des chiens des victimes à abandonner. Ils insistent sur la nécessité d'un meilleur respect des règlements d'hygiène. Ce sera à ce prix seulement qu'aussi nombreux soient-ils, les chiens pourront garder dans les années à venir tout leur intérêt psychologique, amical, culturel, de meilleurs compagnons de l'homme. Avant de passer à l'actualité sportive, voyons d'abord les résultats du tiercé. Les chevaux couraient dans l'Omnium de Longchamp. Ce n'était pas la course principale aujourd'hui, c'était en effet le prix Gladiateur, la plus longue course de Longchamp qui a vu la victoire de Kelbaumec. Mais revenons au tiercé, Pierrette Bress l'avait donné, elle avait donné l'arrivée dans le désordre. Les chevaux sont dans le dernier tournant. C'est Archinold qui mène devant Whittlebridge, suivi de Chamberlain avec avantage qui vient à l'extérieur. À la corde, c'est Toustip et Mézir qui se faufilent avec Beluga. Les chevaux sont à la sortie du tournant et c'est maintenant Whittlebridge qui passe en tête du peloton devant Archinold et Chamberlain. Toustip est devant Batman, mais avantage est Shahir qui a une très belle pointe de vitesse pour finir. Il y aura photo à l'arrivée pour les places. Premier Whittlebridge, deuxième Toustip, troisième Shahir. Arrivée du tiercé 4-1-7 qui rapporte dans l'ordre pour 5 francs 1720 francs et dans un ordre différent toujours pour 5 francs 344 francs. Mais il y avait un non partant, le numéro 13. Le rapport transformé est de 158 francs si vous avez joué 4-1-13. Le sport donc maintenant, tennis d'abord dans le Grand Prix, le tournoi de Bordeaux. Thierry Tulane a été battu en finale par l'Équatorien Gomez.
Il y avait aussi une très grande épreuve en cyclisme, c'était le Grand Prix des Nations, et Bernard Hinault a été battu. Il n'est arrivé que 4e dans cette épreuve, dans cette course contre la montre qui se courait à Cannes. C'est le Suisse Guy Siger qui a gagné devant l'Irlandais Stephen Roche. Bernard Hinault donc n'est arrivé que 4e de cette course, c'était une déception pour le Breton. Voici l'arrivée de Guy Siger. Et puis l'automobile, le Grand Prix du Canada de Formule 1 va démarrer dans quelques minutes, maintenant près de Montréal. Ce Grand Prix qui était l'avant-dernier du championnat du monde des conducteurs a été en effet retardé par le mauvais temps. La pluie était si forte sur Montréal, et oui, il n'y a pas qu'en France qu'il pleut, que la piste était devenue une véritable patinoire. Henri Bodiguel. Les voitures venaient tout juste de prendre la piste pour l'habituel tour de chauffe quand une averse aussi soudaine que violente a provoqué la panique dans le peloton des Formule 1. On sait depuis longtemps que les monoplaces de Grand Prix ne sont pas faites pour naviguer à marée haute. Il est complètement impossible, même pour les pilotes les plus adroits ou les plus acrobates, de maintenir sur la piste une voiture équipée en pneus pour le sec. Cette averse, si tant est que la pluie se prolonge pendant la totalité du Grand Prix, cette averse risque aussi de changer beaucoup de choses. Sans doute pas d'ailleurs pour Nelson Piquet, les qualités de sa voiture restent intactes même dans les pires conditions. En revanche, on sait depuis toujours l'aversion que manifeste Carlos Reutemann à l'égard de la pluie. L'Argentin a toujours été mal à l'aise dans ces conditions, ce qui n'est pas le cas de son équipier et rival Alan Jones. Or, on sait aussi l'enjeu que représente ce Grand Prix du Canada pour l'attribution du titre mondial. Les points seront chers à gagner ce soir à Montréal, et celui qui l'emportera, s'il s'agit de Piquet, de Reutemann ou de Jones, aura les meilleures chances de décrocher le titre. Un dernier mot à propos d'Alain Prost, déjà désavantagé par son moteur turbocompressé sur le tourniquet de Montréal. Prost devra en outre, et pour les mêmes raisons, composer avec la brutalité des réactions de sa voiture dans des conditions d'adhérence aussi précaires. Ici Gilles Villeneuve, et on connaît son talent d'acrobate. Quoi qu'il en soit, ce dernier coup de théâtre ne fait qu'ajouter au suspense qui entoure la conclusion de cette saison 81 de Formule 1. Cette pluie de l'autre côté de l'Atlantique nous amène tout naturellement à la météo en France pour demain et bien sûr l'ensemble du pays, décidément. Le temps va être un petit peu meilleur. Après une matinée brumeuse, il y aura alternance d'éclaircies et de nuages et quelques averses tout de même sur l'est du pays. Mais attention, dès le soir, nouveau passage nuageux. Il abordera la Bretagne et la Normandie et il y aura des pluies. Les vents resteront modérés. Un peu de calme donc après la tempête et les différentes tornades qui sont passées sur notre pays ce week-end. Elles ont provoqué des dégâts un peu partout. Patrick Simpson-Jones. Ceux qui ont décidé de prendre leurs vacances hors saison n'ont vraiment pas eu de chance cette année. Car après un printemps plus ou moins pourri, voici que l'automne fait une entrée très remarquée. Dans la région de Nice, après des pluies torrentielles, le village de Saint-Laurent-du-Var a dû être évacué à la suite de la rupture d'une digue du canal d'irrigation. Des ponts effondrés, des voitures englouties, ainsi que des éboulements et des inondations qui ont isolé plusieurs villages. La circulation s'effectue toujours sur une seule voie dans toute la vallée du Var. 4 morts dans l'Est à Saint-Laurent-du-Pont à la suite de l'effondrement d'une maison. Dans l'Ouest, une tornade destructrice a ravagé la presqu'île de Crozon, dans le Finistère, causant des dégâts évalués à plus d'1 million de francs. Le temps donc dans les jours prochains devrait s'améliorer, mais la pluie sera de nouveau au rendez-vous à partir de demain soir sur une grande partie de la France. Voilà, cette édition du journal est terminée. Les prochains rendez-vous avec l'information, d'abord à 23h40. Tout à l'heure, le dernier journal sera présenté par Monique Cara. Et puis demain, antenne de midi à 12h45. L'invité en sera en 2 invités, la comédienne Françoise Prévost et le docteur Gorens. Pour le sujet, ce sera le cancer du sein. Passez une excellente soirée.